Nous sommes le 11 février 2011 à New York. Un homme désespéré s'emporte violemment. Il prend pour cible tout ce qu'il croise et la suite de ces événements plongera la ville dans une véritable psychose. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Je sors des vidéos tous les dimanches à 18h sur des histoires vraies. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et sans plus attendre, c'est parti. Maxim Gelman naît le 31 mai 1987 en Ukraine. Il ne va pas rester longtemps là-bas. En 1994, le père de Gelman migre aux États-Unis. Et ce n'est que 2 ans plus tard que Maxim, son fils, et Svetlana, sa femme, le rejoignent. Même si son père a obtenu la citoyenneté américaine, lors de son retour en Ukraine, il sera tué, laissant derrière lui sa femme et son fils. En 2005, Maxim devient à son tour citoyen américain. À l'école, on ne peut pas dire que ça se passe bien. Certains de ses camarades disent qu'il n'est pas très clair et tient régulièrement des propos incohérents. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'obtenir son diplôme malgré sa solitude et son style vestimentaire un peu spécial qui ressemble à celui des skaters. A noter quand même que pendant cette période, sa mère a un nouveau conjoint, Alexandre Kuznetsov. Bien que les deux débordent d'amour, l'entente entre Maxime et Alexandre est catastrophique. Le beau-père a tendance à dénigrer le jeune homme, voire pire, le compare à son père, accompagné de propos très vulgaires le concernant. Et pour Maxime, qui a un grand respect pour son père, ça ne passe pas. Il passe la plupart de son temps dehors, souvent seul et livré à lui-même. Il est pris en flagrant délit à plusieurs reprises pour des graffitis. En plus de ça, il attrape des MST à fréquenter n'importe qui, et cerise sur le gâteau, il commence à consommer et à vendre de la cocaïne. C'est la déroute totale, on ne voit pas comment la situation peut empirer, et pourtant, la suite des événements est horrible. Nous sommes le 11 février 2011, l'état de Maxim Gelman se détériore. À force de consommer des substances illicites, il voit des choses qu'il est le seul à percevoir. Mais c'est surtout la peur de se faire arrêter par la police qui le hante. Il est 5h du matin, il appelle sa mère pour la prévenir de son passage et précise qu'il vient récupérer son passeport. Dans sa tête, la police le recherche et il veut récupérer son passeport pour pouvoir s'enfuir du pays. Mais une fois sur place, une dispute éclate entre les deux. Sa mère pense qu'il est ivre et se fait réveiller à 5h du matin juste pour un passeport. Ça ne lui plaît pas. L'altercation entre les deux réveille Alexandre, le beau-père de Maxime, mais dès son entrée dans la cuisine, il va commencer à insulter son beau-fils de tout ce qui est possible. Ce qu'il ne sait pas, c'est que notre jeune homme n'est pas dans son état normal. Et cette fois-ci, les injures du beau-père ne sont pas la bienvenue. Maxime se tourne, aperçoit un couteau, le saisit et poignarde son beau-père à plusieurs reprises. Il s'acharne tellement que le couteau se brise, mais il ne va pas s'arrêter là. Il poursuit l'attaque avec une fourchette. Au total, Alexandre Kuznetsov est poignardé 55 fois et succombe de ses blessures. Malgré son état, il ne va pas faire de mal à sa mère et quitte le domicile familial. Il se dirige chez Yelena Buchenko. On ne peut pas dire que ça soit une amie à lui, mais plutôt une connaissance. Durant une certaine période, les deux discutaient ensemble. La jeune femme âgée de 20 ans avait de l'empathie pour Maxime. Et par gentillesse, elle lui avait adressé la parole pour faire connaissance et le sortir de la solitude. Mais notre jeune homme ne connaît pas la gentillesse. Quand il a vu Yelena être doux avec lui, il est tombé amoureux. Mais celle-ci avait déjà un copain, et même après avoir mis des limites avec lui, notre jeune homme ne s'est pas arrêté là. Il a continué à appeler à outrance la jeune femme tous les jours. Elle vit ça comme du harcèlement, et à force, elle décide de couper contact avec lui, et même de changer de numéro. Ça paraît radical, mais quand on sait qu'il est venu directement chez elle pour la voir, et si elle avait le malheur de ne pas ouvrir la porte, il tenait des propos assez forts du genre « Je vais te tuer si tu n'ouvres pas ». On comprend que les deux ne sont pas vraiment en bon terme. Il est 10h du matin, Maxime est en cavale, il arrive devant la maison d'Elena Buchenko. Une fois devant la porte, il stresse et commence à se gratter un peu partout, comme s'il avait des démangeaisons. La porte s'ouvre et face à lui, c'est la mère de Yelena, Anna Buchenko, 56 ans. Elle remarque immédiatement le comportement suspect de l'homme avec qui elle discute. Et quand Gelman lui demande où est sa fille, la maman, très protectrice, refuse de divulguer sa position. Malheureusement, la suite des événements est épouvantable. Anna ignore le tempérament violent de Gelman. Celui-ci sort un couteau de sa poche, il va à plusieurs reprises poignarder Anna, mais évite les points vitaux. Et ça pour une bonne raison, il torture la mère pour qu'elle divulgue des informations sur la position de sa fille. Notre jeune homme sait pertinemment que dans tous les cas il finira en prison, et au point où il en est, il se fiche de tout.
Mais Anna est une maman poule, elle protège sa fille à tout prix, et malgré la douleur, elle ne dit rien. Pour sauver son enfant, elle n'hésite pas à se sacrifier, elle sera tuée de la même manière que le beau-père juste avant. Pendant ce temps, à quelques rues du domicile des Douchenko, Yelena rentre chez elle mais reçoit un appel téléphonique qui lui fait savoir que Gelman a tué son beau-père le matin. Et cette nouvelle la choque, elle qui était plutôt proche du jeune homme pendant une période, mais elle est loin d'imaginer que l'homme la recherche et rôde en voiture près de chez elle. Yelena arrive devant sa maison et tombe sur l'effroyable spectacle de sa mère, allongée sur le sol à l'entrée des escaliers dans une mare de sang. Son premier réflexe est d'appeler une ambulance et la police, et son deuxième est de téléphoner à son petit ami. À ce moment-là, elle comprend qu'il y a de grandes chances que ça soit Gelman l'auteur du crime, elle explique tout à son copain. Immédiatement, elle quitte son travail et se met en route. Il explique qu'à ce moment-là, il ressent beaucoup de sensations, de la peur mais aussi de la haine. Il double les voitures une à une avec les larmes aux yeux. Il sait qu'il doit arriver le plus vite possible. Mais il n'était pas le seul à se diriger dans la direction de Yelena. Gelman revient sur ses pas pour essayer de trouver la jeune femme. Malgré la vitesse excessive et les feux rouges brûlés, c'est bien notre tueur qui arrive en premier. Il est déterminé à se venger d'Elena pour son rejet. Notre fugitif sort de la voiture, court vers la jeune femme, la poignarde et repart aussitôt. Au moment de partir, il s'aperçoit que Yelena bouge toujours et devant le voisinage, il ressort dans son véhicule, la poignarde à nouveau et cette fois-ci, la jeune femme décède de ses blessures. Il est midi et Maxime Gelman est déjà responsable de 3 meurtres. Les policiers sont à sa recherche et savent pertinemment que vu son état, ils doivent le retrouver le plus vite possible. Cet homme n'a rien à perdre et si ça continue, d'autres victimes seront à déplorer. Nous sommes toujours le 11 février 2011, il est 16h30. Gelman est en fuite depuis 11h, il est enragé et déterminé à tuer. D'ailleurs, pendant son escapade, il renverse Stéphane Tannenbaum, 62 ans. C'est un homme âgé qui collectionne les pièces de monnaie, il se promène et profite du soleil. Mais il ne va pas voir la voiture conduite par notre meurtrier qui va le percuter. Stéphane n'a rien demandé à personne, le coup lui sera fatal. Après ce nouveau meurtre, les enquêteurs intensifient les recherches pour appréhender le coupable. Cependant, trouver un homme dans une ville aussi grande que New York pose problème. Surtout qu'il va se réfugier dans les voies souterraines, il connaît bien les lieux. Il passe son temps là-bas, déjà pour sa passion en tant que graphiste, et aussi en tant que vendeur et consommateur de drogue. Nous sommes le 12 février 2011, il est 1h du matin. Maxime Gelman n'a pas été vu depuis plusieurs heures, des avis de recherche sont lancés. Mais ça ne fait pas peur à notre jeune homme qui décide de voler une voiture, et plus précisément un taxi. Fritz Fullerton est à son bord, et ce qui va suivre va rester gravé à vie dans sa mémoire. Gelman repère le taxi et monte à l'arrière. Notre taximan prend la route et demande l'itinéraire à suivre. C'est alors qu'il reçoit des coups de couteau par surprise, ce qui engendre un accident. Fritz sera grièvement blessé, mais s'en sort de justesse. L'agresseur lui prend la fuite. Quelques minutes plus tard, il frappe à nouveau. Cette fois-ci, il s'en prend à Sheldon Pottinger, qui est à l'extérieur de l'église et attendait que sa famille sorte. Gelman monte avec lui, le poignarde et lui demande de rouler à 70 km/h. Sheldon comprend vite la mauvaise posture dans laquelle il est. La voiture est en mouvement, mais il sait que s'il reste dans le véhicule, il a de grandes chances d'y passer. Il va faire quelque chose de fou. Il saisit la porte et saute du véhicule. On ne sait pas trop comment, mais il survit et c'est miraculeux. Après avoir sauté du véhicule, Sheldon prévient immédiatement la police, donne sa plaque d'immatriculation, l'étau se resserre pour Gelman. Les policiers font pression. Il est repéré quelques heures plus tard dans une station de métro, mais le temps que les enquêteurs arrivent sur les lieux, notre homme s'en prend à une nouvelle personne et la scène qui va se dérouler pourrait être celle d'un film. Nous sommes dans le métro, Joseph Losito est assis sans méfiance, il est loin de se douter que sa vie va être mise en jeu. Gelman rentre dans le métro et a pour but de le détourner. Il se dirige vers les cabines conducteurs, toque à la porte et demande à ce qu'on le laisse rentrer. Joseph débarque dans la conversation et lui explique que personne n'est dans la cabine, c'est juste les lumières qui sont allumées. Mais quand il va voir le regard de Gelman, il comprend très vite à qui il a affaire. Notre tueur sort son couteau et la scène se passe au ralenti pour Joseph. Le couteau se plonge directement dans son visage, l'instinct de survie de Joseph se met en route. Il comprend que maintenant, nous sommes dans un combat à mort et les deux hommes commencent à se battre.
Joseph fait tout pour éviter les coups de couteau. Malgré tout, il se fait poignarder à plusieurs reprises, mais arrive à toucher son adversaire lui aussi avec ses poings. Il précise « La première fois qu'il a balancé son couteau sur moi, j'ai essayé d'attraper son poignet, j'ai raté, il a tranché mon pouce. La deuxième fois qu'il m'a attaqué, j'ai encore raté, et il m'a tranché mon triceps. Et enfin la troisième fois, quand il a tranché mon bras, je l'ai attrapé avec ma main, j'ai claqué la sienne et fait tomber le couteau. C'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. » Après 28 heures de cavale, 4 meurtres, la tuerie de Gelman prend fin grâce à la bravoure de cet homme. Une fois désarmé, la police fait son arrivée et assiste à la scène. Il tape sur l'épaule de Joseph et lui dit « C'est bon, tu peux te lever, nous l'avons ». Malgré l'héroïsme de Joseph, les blessures qu'il a subies sont sérieuses. Une fois l'adrénaline passée, la douleur des coups est insoutenable pour notre héros. Et avant de s'évanouir, il regarde Gelman dans les yeux et lui dit « Tu ferais mieux d'espérer que je meure, parce que si ce n'est pas le cas, je vais revenir pour te tuer. » Notre criminel est arrêté, la chasse à l'homme est finie, direction le tribunal. Pendant que le juge énonce les faits contre Gelman, son comportement est méprisant. Il sourit aux victimes, leur fait des grimaces, et ça a le don d'énerver les personnes qui sont dans la salle. Il n'éprouve aucun remords pour ce qu'il a fait. Il ne sera pas jugé comme fou, il est bien conscient de ses actes. Et pour ses 4 meurtres, les 5 blessés, en comptant aussi les vols de voitures, Maxime Gelman sera condamné à un total de 225 ans d'emprisonnement, sans liberté conditionnelle. À l'heure d'aujourd'hui, on se pose encore la question, qu'est-ce qui a amené cet homme à mener cette tuerie sanglante? En attendant, on peut encore remercier Joseph, qui sans son intervention héroïque, d'autres victimes seront à déplorer. Nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si le contenu vous plaît. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est tous les dimanches à 18 h sur la page de Hitchkim. Et sur ce, c'est ciao.